Mr. President. If you don't mind, I'll speak in French because I hope it won't be one of our main political themes, the main political issues, but I'll do my best anyway. Alors, comme vous le voyez, j'ai modifié un peu le titre. Je suis donc Jean-Pierre Dubois et je représente ici avec d'autres collègues la Ligue française, dont j'ai été président pendant quelques années. J'ai modifié un peu le titre. J'ai dit citoyenneté européenne et citoyenneté de résidence, parce que je pense que nous ne pouvons pas parler de la citoyenneté de résidence indépendamment d'un contexte et de la crise dans laquelle se trouve actuellement la citoyenneté en Europe. C'est un sujet qui est au carrefour de questions très actuelles et tout à fait essentielles pour la citoyenneté. Mon premier point sera donc d'identifier les enjeux de mutation de la citoyenneté. La citoyenneté est en train de changer profondément dans tous les pays du monde et il faut que nous réfléchissions aux conséquences de ces changements sur la citoyenneté européenne. Et puis ensuite, je viendrai dans un deuxième point à ce qui est au fond la question centrale pour l'Europe aujourd'hui, qui est la question de la démocratie. Nous avons 3 années déjà au moins de crise sociale et politique très forte en Europe. Nous sommes à la veille d'élections européennes qui vont être décisives pour l'avenir de l'Union. Il y a un gouffre qui s'est creusé entre l'Europe et ses citoyens. Et je crois qu'il faut que nous en soyons conscients. Nous sommes ici des militants des droits. Nous sommes des Européens convaincus, mais il faut que nous sachions qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui peut se passer il y a 20 ou 30 ans, les juristes sont pour l'Europe, les économistes sont pour l'Europe, les banquiers sont pour l'Europe, les peuples sont contre maintenant. Les peuples sont contre. Et il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire que je m'en réjouis, mais il faut faire attention à ça parce que nous risquons une maladie que les médecins connaissent bien qui s'appelle l'autisme, dans lequel une petite bulle de spécialistes heureux de parler entre eux n'entendent plus rien du monde extérieur. Et ça me permet une dernière forme de présentation. Je suis juriste, j'enseigne le droit constitutionnel, mais je vais essayer de ne pas trop faire de droit. Parce que je pense des juristes, y compris moi, ce que disait George Bernard Shaw, je peux le dire en anglais si vous voulez, lawyers are wonderful people, few of them know law, most of them know nothing else. Voilà. Naturellement, il y a des exceptions, des exceptions parmi nous, mais je me méfie de moi-même. Alors, je commence par la question des enjeux. 4 points très rapidement. Il y a d'une part, il faut que je manipule ça, je remercie beaucoup le staff, parce que grâce à Yvonne, vous avez ça, mais je l'ai vraiment fait il y a un quart d'heure, j'étais très en retard. La première question, c'est la question des changements d'échelle de la citoyenneté. Nous sommes confrontés à quelque chose de très difficile à gérer. C'est bien de le dire à Tallinn d'ailleurs, parce que nous apprenons, ceux qui ne sont pas des Pays-Baltes, nous apprenons beaucoup. Nous apprenons beaucoup sur les questions spécifiques et les entrées spécifiques qu'il y a ici par rapport aux questions auxquelles nous sommes habitués en Europe occidentale. Et donc c'est très très intéressant d'intégrer ça, mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons à gérer quelque chose qui est aussi difficile que ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Montesquieu disait que la démocratie était un concept dépassé. Il disait que la démocratie c'était bon pour les petites cités grecques ou pour les Romains, à la rigueur pour les petites républiques du Moyen-Âge, mais que les grands États-nations étaient bien trop grands pour la démocratie. Ce qu'ont réussi les hommes et les femmes du XVIIIe siècle, pas seulement en France, plus tard dans une grande partie du monde, c'est à changer d'échelle, à passer de la petite cité à l'État, à la République citoyenne. Et nous avons maintenant à faire un nouveau changement d'échelle. C'est très difficile. Et nous ne le ferons pas en niant les étapes antérieures. Je citerai ici Tocqueville. Il faut avoir à la fois la petite patrie et la grande. Lui défendait le fédéralisme, mais on peut l'appeler autrement. On peut parler de self-government, on peut parler... Nous devons réconcilier ces deux forces qui s'éloignent l'une de l'autre, qui sont d'une part les États-nations arc-boutés sur leurs identités, et d'autre part des forces d'intégration globale qui ne peuvent réussir qu'en articulant, en associant les deux. C'est vraiment très important. Nous avons à gérer ça, démocratiser l'Europe, démocratiser la mondialisation, sans jeter à la poubelle les appartenances nationales, parce qu'elles restent extrêmement fortes, on nous l'a dit tout à l'heure.
que de crispation politique, notamment dans cette région. Deuxième défi, la crise de la représentation. Là, je serai bref parce que ça n'est pas spécifique à notre sujet, mais dans tous les États démocratiques qui sont essentiellement des démocraties représentatives, la représentation est en crise. Pas seulement en Europe. Elle est en crise pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous avons des sociétés de masse dans lesquelles le lien entre chaque individu et le pouvoir politique se dilue dans la massification. C'est une vieille histoire. Hein. Les tendances oligarchiques liées aux sociétés de masse ont été étudiées il y a plus d'un siècle par beaucoup de spécialistes de sciences politiques, mais on le voit tous les jours. Il y a des oligarchies de fait, pas seulement dans l'ex-URSS. Deuxièmement, il y a l'individuation, c'est-à-dire le fait que les conditions de vie, d'information, de travail, sont de plus en plus individuelles, et que donc les structures collectives nécessaires à la démocratie sont en difficulté, que ce soit les partis politiques, les syndicats, d'autres corps intermédiaires. Nous avons un système d'individuation consumériste. Si vous aimez l'histoire des idées politiques, on pourrait dire que Benjamin Constant a gagné contre Jean-Jacques Rousseau, la liberté des modernes face à la liberté des anciens. Donc il est plus question d'autonomie personnelle que de participation politique. Et puis troisièmement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le niveau de formation, d'information, d'éducation des citoyens a considérablement augmenté. Donc on leur raconte une histoire. Ils ne supportent plus des structures top-down, des structures descendantes. Et donc il y a des choses un peu autoritaires qui disparaissent, mais aussi les anciennes formes un peu verticales d'organisation politique. C'est un défi pour la démocratie. Tout ça provoque une vraie crise politique qui se rajoute à la crise sociale. Il ne faut pas la négliger. Troisième élément, là nous entrons dans le vif du sujet européen. J'ai choisi un titre volontairement provocateur, mais je l'assume, la construction européenne n'est pas et n'a jamais été une construction démocratique. La construction européenne, nous le savons tous, c'est la fameuse ruche de Jean Monnet, visait à contourner la démocratie, après l'échec de l'Europe de la défense. Il s'agissait de faire passer par la technique, le marché, l'économie, une intégration qui ne serait pas soumise au suffrage universel. Ça a fonctionné comme ça pendant plus de 30 ans. Et nous le payons aujourd'hui. Parce que quand on présente la facture après, les gens ne sont pas contents. Voilà. Les gens ne sont pas contents. Y compris en ne voyant pas les aspects positifs. Parce que ce qu'ils voient d'abord, c'est qu'on les a mis devant le fait accompli. C'est une vraie difficulté. L'Europe n'a pas été pensée pour développer les droits. Elle n'a pas été pensée pour développer la citoyenneté. Elle a été pensée pour développer l'intégration économique, le marché, la libre circulation des personnes et des capitaux. Ce sont des choses qu'on peut trouver bonnes, hein, l'intégration économique. Mais il ne faut pas se tromper sur les buts. Le reste est venu après, en 1992, au moment où on a commencé à saisir les citoyens. En tout cas, en France, on a fait un référendum pour la première fois, on a demandé l'avis des citoyens. Et ça a failli être non. Parce que les gens disaient, mais il y a 35 ans que vous faites des choses derrière notre dos. La citoyenneté, c'est d'abord ne pas voir arriver les changements dans son dos. C'est pouvoir en discuter et trancher démocratiquement. Si on ne respecte pas ça, aucune cour de justice, aucun mécanisme juridique ne remplacera l'adhésion des citoyens. Pour autant, le droit est utile, c'est un instrument très utile. Mais faisons attention à ce que nous manquons. Voilà, il y a eu des passages en force. Faut-il rappeler, l'Irlande vote non, on rediscute, elle vote oui. Le Danemark vote non, on rediscute, elle vote oui. La France et les Pays-Bas disent non, on oublie de faire un référendum pour la fois suivante. À chaque fois, ça veut dire qu'on passe en force. Ça veut dire que vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Si vous dites oui, c'est bien. Si vous dites non, ça fait rien. Les gens savent ça. Ils n'en tirent pas forcément une colère. Ils disent simplement, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Faisons attention à cette désaffection parce qu'elle est extrêmement forte. Et puis le quatrième enjeu qui est énorme, c'est ce que j'appelle la contradiction entre les logiques de globalisation, d'intégration, de libre circulation et les logiques de forteresse. Et là, alors pour le coup, l'Europe, enfin la manière dont l'Europe s'est construite pourrait être utile pour nous. Puisque c'est la libre circulation, nous dit-on. C'est l'ouverture. Il paraît qu'il faut s'ouvrir à la mondialisation. Alors, ouvrons aussi pour les hommes, pas seulement pour les capitaux et pour les marchandises. Nous connaissons ça, mais il y a une vraie contradiction entre ces logiques d'ouverture et des logiques de fermeture, on le voit en passant d'une politique à l'autre dans l'état actuel de l'Union européenne.
Comme je suis déjà trop long, j'en viens à ma conclusion sur ces enjeux. C'est assez simple. Ce dont l'Europe souffre aujourd'hui, c'est de deux choses. L'absence de gestion démocratique et l'absence de projet politique. Il n'y a pas de gestion démocratique. Il y a une gouvernance, comme on dit, intergouvernementale. Bien sûr, tous les chefs de gouvernement sont élus indirectement, mais ils n'ont jamais de mandat. Il n'y a que 2 pays où le chef de gouvernement va devant son Parlement pour dire « Je vais à un sommet européen. Est-ce que j'ai un mandat ?» C'est le Danemark et les Pays-Bas, à ma connaissance. En France, je n'en parle pas. Nous avons un monarque, et donc le Parlement est prié d'obéir au monarque. Nous sommes la seule monarchie de l'Union européenne, sauf le Belarus. Je veux dire. Nous sommes la seule monarchie. La royauté, la royauté, c'est pas la monarchie. La royauté, c'est il y a un roi héréditaire, mais il ne sert à rien. Il sert à faire parler. Oui. Nous avons une vraie monarchie, c'est-à-dire un homme fait la loi. Donc chez nous, la question ne se pose pas. Donc ce n'est pas démocratique et il n'y a pas de projet politique. Alors, rapidement, deuxième point, la question du rapport entre démocratie et citoyenneté. Je développerai dans mon papier écrit, parce qu'on est, je suis déjà trop long et on n'a pas beaucoup de temps. D'abord, je voudrais rappeler que la citoyenneté européenne repose sur des données très particulières, sans précédent dans l'histoire du monde. Il n'y a pas de peuple européen, au singulier. Il y a des peuples européens. Alors qu'aux États-Unis, il y a 50 États, mais il y a un peuple, the nation. C'est pas la même chose. Hein. Même en Suisse, il y a le fédéralisme et il y a un patriotisme suisse. Nous n'avons pas de peuple européen, nous avons des peuples singuliers, chacun, avec des valeurs communes. C'est toute la difficulté, première chose. Deuxième chose, il y a une crise telle qu'aujourd'hui, nous sommes devant un choix qu'on ne peut plus éviter, c'est-à-dire que si l'Union européenne ne se démocratise pas, elle va se désintégrer. Ça ne se fera pas de manière spectaculaire, mais ça se fera. Et c'est en route, à travers les processus de fragmentation des États-nations, à travers l'Europe à plusieurs vitesses. Donc nous avons un problème de survie de l'Union européenne qui passe par la démocratisation. Je n'insiste pas, beaucoup de choses vont se jouer l'an prochain entre ce que j'appelle les européistes autoritaires et puis les souverainistes régressifs. 2 écueils que nous devons éviter, je crois. Troisièmement, il faut que nous passions de l'Europe des sommets à l'Europe des citoyens. Je n'ai pas besoin de développer non plus. Il faudrait, tiens, appliquons à l'Union européenne les critères de Copenhague. Vous savez, quand on accueille un candidat, on dit nous acceptons dans l'Union européenne que si vous remplissez les conditions de la démocratie, les critères de Copenhague. Si vous l'appliquez à l'Union européenne se chasserait elle-même. Parce qu'elle ne respecte pas les critères des candidats. Je n'insiste pas, mais voilà. Et donc, nous avons besoin de démocratisation, et je dis juste un mot qui nous concerne de près. Ce n'est pas seulement d'une démocratisation des institutions, d'avoir un gouvernement européen responsable devant les élus des citoyens, comme dans toute démocratie, c'est aussi d'un investissement de la société civile. Nous avons besoin d'une société civile européenne, indépendante des États et indépendante des institutions européennes, indépendante de la Commission, indépendante du Parlement, indépendante des groupes politiques. Nous avons besoin d'associations et de sociétés civiles qui portent la revendication des citoyens. Parce que dans l'État où c'est, aujourd'hui, si nous n'avons pas cette indépendance, nous serons considérés comme complices de processus que les citoyens rejettent. Alors, un dernier mot maintenant, et j'en viens à l'essentiel, qui est la proposition, vous voyez dans le point 3, pour un droit fondamental, la citoyenneté européenne. Je suis parti d'une idée très simple. L'idée de citoyenneté, si on fait de l'histoire longue, c'est une idée universaliste. Nous connaissons tous Aristote, la fameuse phrase d'Aristote, l'homme est un animal politique, la théorie de la sociabilité naturelle, c'est-à-dire l'idée que finalement, ce qui fait la cité, c'est que les êtres humains se groupent et organisent leur vie en commun. C'est ça la politique étymologiquement. Donc l'idée de la cité, de la citoyenneté, elle est liée à la nature humaine. Donc on ne voit pas comment exclure un être humain de la citoyenneté sur cette base-là. Ça a été repris par beaucoup, notamment par Cicéron, qui a fait de longues pages sur la manière dont il voyait la République romaine comme une cité qui s'étendait peu à peu à l'ensemble des êtres humains, une sorte d'universalisme, de la philosophie stoïcienne, et je pense que vous avez déjà entendu parler des l'édit de Caracalla. Caracalla était un empereur romain pas très fréquentable, à beaucoup d'égards. Mais en 212, il donne la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire, les hommes seulement, pas les femmes, hein, d'accord, pas les esclaves, pas les femmes, mais tous les êtres humains de sexe masculin de l'Empire. Ce qui veut dire qu'il universalise la citoyenneté romaine. Au départ, une petite ville, et tout le monde romain méditerranéen. Ce serait assez intéressant que l'Union européenne se rappelle de cette logique-là de temps en temps. Mais, entre-temps, et c'est le point 2, il y a eu
une cristallisation nationale de la citoyenneté, dans la période que les historiens appellent contemporaine, c'est-à-dire autour du XVIIIe siècle, parce que finalement, on a contesté les monarchies absolues au nom de la souveraineté de la nation, et donc on a commencé à trier ceux qui étaient des nationaux et ceux qui étaient des étrangers. Clôture nationale de la citoyenneté, comme dit mon ami Étienne Balibar. Et donc cette clôture nationale de la citoyenneté, elle a finalement produit des catastrophes des 19e et des 20e siècles. La dégradation du civisme patriotique en nationalisme exclusif. Et donc, il faut comprendre que notre combat est aussi un combat pour la paix. Et on le voit très bien dans cette région, particulièrement. Et contre les discriminations. Parce que les mêmes qui refusent de voir le problème des stateless dans les pays baltes sont aussi ceux qui laissent monter, par exemple, l'antisémitisme dans certains pays baltes. Pour les mêmes raisons, l'ethnicisation de la politique. Et donc, nous avons une contradiction démocratique. C'est mon troisième et avant-dernier point. Une contradiction démocratique qui est finalement assez simple. Je notais tout à l'heure ce que disait Alexei. Je le dis rapidement, il résumait la position dans son pays en disant voilà, you have to decide who are the citizens. J'ai noté cette phrase, parce que la question c'est qui c'est you. Qui décide qui sont les citoyens? Nous avons une situation où est citoyen celui que son gouvernement déclare citoyen. Dans une démocratie, c'est le contraire. C'est les citoyens qui disent qui doit être gouvernant, pas les gouvernants qui disent qui doit être citoyen. Il y a une inversion démocratique absolument terrible. La citoyenneté, ça ne se décrète pas, ça se vit. Tous les êtres humains sont des citoyens. C'est la position d'Aristote. Et donc, sans entrer dans le détail des progrès pour régler cette contradiction, je mettrai ça dans mon plan écrit, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, le processus est en cours. Le processus de résolution de cette contradiction est en cours. Il y a la Convention du Conseil de l'Europe, il y a aussi, je crois, une position de la Conférence des pays de la mer Baltique, c'est peut-être le moment de la citer, pour la citoyenneté de résidence, pour l'extension du droit de vote aux étrangers. Donc il y a toute une série de points d'appui sur lesquels nous pouvons nous fonder. En gros, l'idée, c'est qu'il y a une réalité citoyenne dans l'Union européenne. Il y a une réalité citoyenne. Et depuis 20 ans, depuis Maastricht, nous avons non seulement une citoyenneté au rabais, parce que finalement, on oublie une partie de la citoyenneté européenne, mais en plus, nous avons une citoyenneté, je dirais, de conséquence. On en a déjà parlé tout à l'heure, ce n'est qu'une extension des citoyennetés nationales. Ce qui fait que non seulement on oublie une partie de la population européenne, mais on prive l'Europe de citoyenneté. Parce qu'on en fait juste une sorte d'inter-citoyenneté, comme il y a une Europe intergouvernementale, alors qu'elle a besoin de son autonomie. Je conclue donc avec quelques principes, et plus précisément, des propositions concrètes qui s'articulent à partir des principes, parce que ce qui compte, c'est d'être concret. Trois principes dont découlent les propositions. D'abord, le principe que je voudrais que nous posions, mais c'est déjà fait, je crois, à beaucoup d'égards, peut-être le formaliser, le principe d'un droit fondamental à la citoyenneté, et quand je dis ça, je ne parle pas seulement de l'Europe, je parle à l'échelle de l'ensemble de l'humanité. Si nous sommes d'accord que les êtres humains sont des animaux politiques, qu'ils sont doués de la raison, et de la capacité de construire par leur raison et leur langage un sens commun à leur vie, alors il faut dire qu'il doit y avoir un droit fondamental à la citoyenneté pour tous les résidents. Ce n'est pas seulement une question éthique, ce n'est pas seulement une question de principe, c'est la réalité du monde. Et ce sera encore plus la réalité du monde quand la moitié des Néerlandais auront dû fuir la montée des eaux et seront allés dans le reste de l'Europe, et quand quelques dizaines de millions de Bangladeshis auront échappé au massacre de masse qui se prépare, parce que d'ici 20 ans, il y aura des massacres de masse si nous ne faisons rien, compte tenu des relations entre le Bangladesh et l'Inde aujourd'hui. Et ce ne sont que quelques exemples. Donc c'est la réalité et c'est urgent. Première chose. Deuxièmement, j'ai dit de la pluralité des appartenances à l'articulation des citoyennetés. Ça c'est très important, surtout après ce que nous avons entendu ce matin. Nous avons des gouvernements, des forces politiques qui veulent ethniciser. C'est vrai de certains gouvernements ici, c'est vrai de la Hongrie, c'est vrai de beaucoup de pays. Nous avons des forces qui veulent réduire à l'ethnique le politique. Si nous n'arrivons pas à briser cela, nous aurons la conjonction de ces résurgences à la limite du fascisme et de la colère sociale terrible qui vient du fait que quand vous avez plus de 50% de jeunes chômeurs dans tout le sud de l'Europe et plus de 25% des chômeurs dans toute la population de ces pays, eh bien la vie est insupportable et qu'on est prêt à n'importe quoi. Nous avons déjà connu ça. Si nous ne parvenons pas à éviter cette conjonction, alors vraiment, c'est pas seulement l'Europe qui est morte, c'est la démocratie qui est très malade. Donc il faut absolument que nous arrivions à dire
qu'on peut être citoyen localement, régionalement, nationalement, à l'échelle de l'Europe et potentiellement à une échelle mondiale, et qu'il y a une articulation des deux qu'on n'a pas à choisir entre être un bon Estonien ou un bon Espagnol ou un bon Français et un bon Européen, et que donc les citoyennetés doivent s'articuler. Mais pas s'articuler comme maintenant, où on dit, ben, si vous êtes français, vous êtes citoyen européen, chouette. Si vous n'êtes pas français, tant pis pour vous. S'articuler, ça ne veut pas dire qu'il y a un principal et puis un accessoire, qui est l'Europe. S'articuler, ça veut dire qu'il y a deux dimensions aussi légitimes l'une que l'autre. Que l'Europe ne doit pas tuer la citoyenneté nationale, mais que la citoyenneté nationale ne doit plus être la clé d'entrée dans la citoyenneté européenne. Et donc, le dernier point, mais c'est vraiment la conclusion concrète, il faut étendre ce que j'appelle le traitement de Maastricht, ça paraît curieux, on dirait une mauvaise médecine, enfin une médecine un peu amère, à tous les Européens de résidence. Voilà, je vais y arriver, voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On pense au droit de vote, bien sûr. Le droit de vote aux élections municipales européennes. Le droit de vote d'éligibilité pour tous les résidents, pas seulement pour les résidents des autres pays membres de l'Union. C'est notre application de base. Mais c'est pas seulement ça. Le droit de vote, c'est aussi les droits, c'est aussi les autres droits politiques, pas seulement le droit de vote. Le droit de pétition, le droit d'être reconnu comme un citoyen dans les rapports avec les institutions, etc. C'est aussi tous les droits sociaux. Je voudrais rappeler, parce qu'à la Ligue française, on avait un film qui s'appelait Citoyens d'Europe, qui en parlait. Le traitement des saisonniers, par exemple, des travailleurs saisonniers, ce sont déjà des gens qui sont discriminés. Mais les travailleurs saisonniers de pays tiers sont encore moins bien traités que les travailleurs saisonniers des autres pays de l'Union européenne. On avait fait un bout de film, nous, sur ce qui se passait avec les Algériens et les Marocains qu'on fait venir en Provence pour la cueillette des fruits tous les étés. Et il y a des tas d'exemples comme ça. Donc il y a un problème d'égalité sur le plan des droits sociaux qui est urgent. Je pourrais aussi citer le régime de détachement des travailleurs, vous savez, hein, à cause de la jurisprudence de la Cour sur la question de Bolkestein, etc. C'est pas la même chose, là aussi, si vous venez d'un autre pays membre de l'Union, si vous venez d'un pays tiers. C'est-à-dire que nous faisons entrer la surexploitation des travailleurs migrants par ces critères-là. Donc c'est pas seulement l'égalité dans le droit de vote, c'est l'égale citoyenneté aussi pour ce que nous appelons en France la citoyenneté sociale. C'est-à-dire que si les droits sont indivisibles, les droits sociaux sont indivisibles de la citoyenneté. Et je termine aussi par un dernier point, je n'arrive même pas à le montrer, après tout au bout, voilà, c'est la protection contre les discriminations. Parce que c'est ce que d'ailleurs on fait dans le groupe de travail sur la citoyenneté inclusive, dans l'Alliance européenne des citoyens, dont Pierre Barge est un des co-présidents. La notion de citoyenneté inclusive, ça veut dire que toutes les discriminations qui visent un certain nombre de personnes les visent aussi sur le terrain de la citoyenneté. C'est évident pour les étrangers, avec le droit de vote, mais c'est vrai pour les Roms, c'est vrai aussi pour des discriminations sur d'autres bases, du handicap, du genre, de l'orientation sexuelle, etc. Alors voilà, ma conclusion, c'est que il faut que nous interpellions aujourd'hui les responsables politiques, les forces politiques et les candidats aux prochaines élections européennes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser l'Europe entre les mains seulement des économistes, des juristes et des techniciens. Parce que sinon nous allons vraiment à la catastrophe. Il faut interpeller les gens qui veulent représenter les peuples d'Europe, parce que c'est l'an prochain que se joue l'avenir de ce continent. Soit on continue comme ça, et les forces de désintégration et de radicalisation vont continuer à monter. Nous verrons l'extrême droite xénophobe un peu partout en Europe. Nous verrons la construction européenne imposée. Soit on arrive à réorienter l'Europe dans un sens que les citoyens puissent comprendre, dans un sens qui réponde à la responsabilité politique en démocratie. Et à ce moment-là, effectivement, on aura une sorte de rendez-vous de la démocratisation. À mon avis, c'est un rendez-vous de la dernière chance pour que, finalement, on ait une Europe des citoyens, je veux dire, une Europe des citoyens d'Europe, c'est-à-dire de tous les Européens de résidence qui ont un droit fondamental à la citoyenneté. Merci.